Le mondial avec la qualification pour les demi-finales du Brésil qui a éclipsé l'Angleterre sur le score de 2-1. La joie des uns fait le malheur des autres. Autre demi-finaliste, l'équipe allemande qui a battu les États-Unis. Le sommet européen de Séville avec pour thème central l'immigration, l'Europe s'orienterait vers un consensus. Une découverte capitale, des cellules issues de la moelle osseuse de souris multipliées à l'infini pourrait réparer tous nos organes, une démarche extrêmement prometteuse. Et puis la fête de la musique en ce premier jour de l'été, 20 ans le bel âge, un rendez-vous et un succès. La France se met au diapason, bal, fanfare et techno. Madame, Monsieur, bonsoir. On connaît donc aujourd'hui deux des équipes qui disputeront la demi-finale de la Coupe du Monde de football. D'abord la qualification du Brésil, réputée pour avoir la meilleure attaque. L'équipe l'a emporté sur l'Angleterre, reconnue pour sa défense. Un match sous tension qui s'est achevé sur le score de 2-1. La soupe à la grimace des supporters anglais qui accusent mal le choc et la samba brésilienne partout dans le pays. Christophe Duchéran. Shizuoka au Japon, 23 minutes de jeu. Owen Langley profite d'une grosse bêtise du Brésilien Lucho et ouvre le score. Au même moment à Londres. Sans commentaire. Au même moment à Rio, il est près de 4 h du matin. Sans commentaire. En fin de première période, c'est Ronaldinho qui régale, ou quand le Brésil joue à la brésilienne, sur un air de fête et l'air de rien, Rivaldo égalise. À Rio, les bras en l'air, changement d'atmosphère, il y a délire et des cris de joie pour saluer la sublime accélération de Ronaldinho, le joyeux lutin. De ce match Brésil-Angleterre, on attendait monde et merveille. C'était l'affiche de rêve des quarts de finale, mais pour le rêve on est repassé. Chez les Anglais, le ressort était cassé, et le Brésil, pour la 10e fois en 17 participations, allait se qualifier pour une demi-finale de Coupe du Monde. En début de deuxième mi-temps, Ronaldinho marque le but vainqueur des Brésiliens et profite du mauvais placement du gardien anglais David Seaman. Cette fois en Angleterre, c'était chapeau melon et morale en berne. La journée ne faisait que commencer, et ça commençait par une défaite, un mauvais mal de tête, au purgatoire des éliminés. Quant aux Brésiliens, toujours en route vers les étoiles, à chaque fois un peu plus seuls, sur le chemin du paradis. L'autre rencontre ne manquait pas de panache. Les Américains n'ont pas atteint la demi-finale, mais se sont superbement comportés face à une équipe allemande soudée, l'Allemagne, qui se retrouve en demi-finale 12 ans après son titre mondial. Nathanaël de Ringsa. Difficile de tomber sous le charme, mais il faut bien se faire une raison. Les Allemands ont un profil de champion du monde. Dès le début de la rencontre, les Américains en bleu jouent crânement leur chance. Donovan est même à deux doigts d'ouvrir le score. Deux doigts, ou plutôt une main, celle d'Oliver Kahn. Pendant une demi-heure, l'Allemagne prend une leçon de soccer. Et dans ce tournoi placé sous le signe des surprises, on se dit que la Mannschaft est la prochaine sur la liste. Mais c'est sans compter sur le réalisme allemand. Une occasion, un but, comme on dit dans les vestiaires. Et voilà comment Michael Ballack réveille ses supporters massés devant des écrans géants à Hambourg et à Berlin. Même à Séville, le chancelier allemand Gerhard Schröder s'autorise une pause football en plein sommet européen. Ce quart de finale manque de basculer en deuxième mi-temps, mais l'arbitre de la rencontre ne voit pas que la main du défenseur allemand placée sur la ligne de but empêche le ballon de rentrer et les États-Unis d'égaliser. L'Allemagne s'impose 1-0 et va disputer la 10e demi-finale de son histoire. L'ouverture du sommet de Séville avec deux attentats revendiqués par l'ETA, attentats qui ont touché la Costa del Sol. D'abord près de Malaga, à Fuengirola, une première explosion a eu lieu sur le parking d'un hôtel, blessant 6 personnes, dont l'une très gravement. Il s'agit de touristes britanniques pour la plupart. Et puis, quelques heures après, dans une autre station balnéaire de réputation internationale, une voiture a explosé à Marbella. Pas de blessés, mais des dégâts matériels touchant des voitures garées non loin de l'endroit de l'explosion. Le sommet des 15 avec pour thème essentiel la question de l'immigration et la façon de lutter contre cet afflux de clandestins. Ce soir, l'Europe s'orienterait vers un consensus, la position de la France refusant de pénaliser les pays d'origine. Autre situation de consensus, celle-ci concerne l'équilibre des comptes. La France s'engage à ne pas dépasser un déficit de 0,5% si la croissance atteint au moins 3% l'année prochaine et l'année d'après. Sur place, Christian Marimono, Didier Rancoeur. Cela devient une habitude.
Ce Conseil européen à Séville était sous haute protection policière avec pas moins de 9000 policiers. Cela n'a pas entamé le sourire des chefs d'État et de gouvernement, bien au contraire. Les 15 se sont mis d'accord avec la France. Elle respectera ses engagements et atteindra l'équilibre budgétaire d'ici à 2004 si la croissance économique est au rendez-vous. Cet obstacle levé, les 15 ont tracé les grandes lignes d'un plan d'action contre l'immigration illégale, avec une banque de données, des contrôles des visas, le renforcement des frontières extérieures avec possibilité de garde-frontières européens et la création d'un centre de coordination intergouvernementale contre les mafias et les passeurs. Mais la France et d'autres pays se sont opposés aux sanctions contre les pays d'origine de l'immigration. Demain, c'est Valéry Giscard d'Estaing, le président de la Convention, qui fera son entrée sur le terrain de l'élargissement et des réformes. Car il faut que l'Europe, à 20 ou à 25, se qualifie pour 2004. Séville, donc sous haute sécurité pour ce sommet des 15, important dispositif policier, mais pas d'incident des anti-mondialisation. Cette fois-ci, c'est plutôt l'humour ou la provoque qu'ont joué les militants qui se sont livrés à un striptease, une dizaine d'hommes et de femmes nus avec comme feuille de vigne les banderoles qu'ils ont retirées. Revenons au thème central du sommet européen, l'immigration, avec ces chiffres plus éloquents que n'importe quel discours. L'Europe, premier continent convoité, 375 millions d'habitants, 3 millions de clandestins, dont 500 000 en France. Prenons l'exemple du Danemark à présent, où depuis quelques mois, le gouvernement a décidé d'agir. Le Danemark qui assurera la présidence de l'Union européenne au prochain semestre. Aujourd'hui, une manifestation de milliers d'Iraniens en exil a eu lieu devant le Parlement danois. Elle marque le 20e anniversaire de la résistance au régime de Téhéran. Le Danemark donc qui a décidé d'anticiper l'afflux d'immigrants, comme le montre ce reportage de Paul de Genève et José Boulestex. L'image a valeur de carte postale. Copenhague, ses vélos, ses cafés et sa petite sirène. Un paysage rassurant de la Scandinavie. Erreur, le Danemark est en pleine tourmente. Une loi très sévère sur l'immigration doit entrer en vigueur le 1er juillet prochain. Pourtant, le Danemark ne compte que 5% d'immigrés et connaît une situation de plein emploi. Mais pour le ministre de l'Intégration, il s'agit surtout de réparer les erreurs du passé. L'État-providence danois n'a pas été capable d'absorber ce flux d'immigrés, ayant de mauvaises connaissances linguistiques et une faible productivité. C'est pourquoi nous avons posé ces conditions restrictives. Vrai ou faux, en tout cas, la nouvelle loi prévoit une baisse de l'aide sociale pour les nouveaux immigrés. Ils devront disposer de moyens d'accueil suffisants pour demander un rapprochement familial. Les étrangers ne pourront pas se marier avant 24 ans. Enfin, il faudra 7 ans pour obtenir un titre de séjour permanent. Et spécialement les musulmans, qui viennent ici, pas pour intégrer, mais pour établir une société islamiste. Et c'est inacceptable. Ce discours radical est celui de la formation populiste qui vient de faire son entrée au Parlement. Son audience croissante inquiète les associations d'immigrés. Pour les gens sans moyens, sans éducation, sans emploi, eh bien ceux-là, ils ne partiront pas, ils resteront. C'est ce qui me fait craindre des problèmes encore plus graves dans l'avenir. Le Danemark tourne le dos à sa tradition et les plus radicaux ont même demandé la fermeture de cet immense pont qui relie le Danemark à la Suède, le symbole qui relie les Danois à l'étranger. En France, nous vous parlons ces derniers mois d'un nouveau phénomène qui touche les cités. Il s'agit de Tournante, une jeune fille prise comme objet sexuel par une bande d'adolescents. L'exemple de Massy dans l'Essonne, la victime terrorisée n'a pas osé parler pendant 1 an. Aujourd'hui, les derniers mineurs impliqués dans cette affaire ont été interpellés. Fanny Auvernier, Loïc Delamornay. Estelle avait 13 ans. Elle était scolarisée dans ce collège en classe de 6e. C'est là qu'elle a rencontré ses agresseurs. 14 garçons âgés de 12 à 16 ans. À 8 reprises, Estelle a été violée dans une ruelle, un local poubelle, sur une terrasse d'immeuble. Après une année de silence, elle a porté plainte. Hier, 3 violeurs présumés ont été arrêtés. Pour certains voisins du quartier, l'affaire est confuse et la notion de viol pas toujours maîtrisée. Faut dire il y a des filles qui cherchent, mais c'est pas pour autant que ça veut dire que c'est une pute ou quoi que ce soit. Elle sort avec un gars et pour le gars elle a fait avec ses potes, c'est tout. Mais c'est pas pour autant que ce soit une pute. Mais elle s'en foutait, t'es d'homme, tu veux... Ouais mais elle s'en foutait. Tu disais te faire sucer, elle va la voir. Elle s'en foutait. Par exemple moi je sors avec toi, c'est pas pour autant que ça veut dire que je veux voir tes potes. La sexualité, Benoît Félix en parle toute l'année dans les collèges.
Pour garder l'anonymat, les questions sont posées par écrit, sans tabou, des petits billets où s'exprime leur absence d'éducation sexuelle. Est-ce que c'est plus agréable de faire une partouze ou de le faire qu'à deux? Ils ont une image de la femme et de la sexualité féminine et de l'attente des femmes, quelquefois, qui transparaît à travers des images pornographiques où la nana, elle adore ça, plus elle mecs, plus elle est contente, et que même si elle dit non, en fait, elle pense oui, mais c'est complètement fantasmagorique de leur part. Pour cette psychologue, à la misère sexuelle de certains jeunes garçons s'ajoute un manque total de repères. Certains jeunes ont tendance à cliver, là encore, le monde en deux catégories, ceux qui ont et ceux qui n'ont pas. Eux sont dans la catégorie de ceux qui n'ont pas. Donc ils n'ont pas, ils prennent. Que ce soit une femme, une voiture ou autre chose. C'est-à-dire que le respect, à la limite, ça appartient aux autres. En attendant le procès, Estelle et sa famille ont dû déménager de Massy pour échapper aux pressions des amis de ses agresseurs. Terrible loi des séries avec ces nouveaux piétons fauchés par des voitures. D'abord à Lyon, où une Porsche a percuté en plein centre de la ville un homme qui marchait sur le trottoir. Âgé de 70 ans, il est grièvement blessé. Le chauffard au taux d'alcoolémie positif avait d'abord percuté une voiture. Il a été placé en garde à vue. Et puis dans le Loiret hier, 2 conducteurs qui se livraient vraisemblablement à une course-poursuite ont provoqué un accident. L'un des chauffards a touché mortellement une dame âgée. L'un des 2 hommes a d'abord pris la fuite avant d'être interpellé. Les 2 conducteurs ont été présentés au parquet. Une découverte qui pourrait s'avérer capitale pour tous les êtres humains. Des cellules présentes dans la moelle osseuse de souris adultes pourraient, en se multipliant à l'infini, venir réparer tous nos organes malades. Il ne s'agit pour l'instant que de recherche, mais les premiers résultats sont extrêmement encourageants. Jean-Daniel Flisaquier. Ce sont des cellules très petites, quelques millièmes de millimètres, et c'est pourtant un grand espoir de la science. On les appelle cellules souches, elles sont capables de se transformer spontanément en près de 200 sortes de cellules différentes pour constituer les divers organes et tissus de notre corps. Les plus performantes sont celles qu'on recueille sur un embryon au 5e jour, comme ici. Mises en culture, elles se développent en cellules de rein, de foie ou de cœur, par exemple. Mais pour obtenir ces cellules, il faut soit utiliser des embryons congelés, soit cloner des embryons. Et le débat éthique fait rage. L'idéal serait de trouver des cellules souches adultes qui soient aussi performantes que les cellules embryonnaires. Et cette chercheuse vient peut-être de le réussir. Pour cela, elle a prélevé de la moelle osseuse chez des souris adultes. La moelle osseuse se trouve chez l'homme surtout dans le sternum et dans un os du bassin que l'on appelle la crête iliaque. La fonction principale des cellules souches de la moelle osseuse, c'est de fabriquer des globules rouges, des globules blancs et des plaquettes que l'on retrouve dans notre sang. Mais aujourd'hui, l'équipe de Catherine Verfailly vient de montrer que ces cellules peuvent en plus, lorsqu'elles sont injectées à la souris, se transformer en cellules de foie, de poumon ou d'intestin. Une première étape à confirmer. Nous devons encore travailler pour prouver que des cellules qui vont dans le foie fonctionnent comme des cellules de foie et qu'elles pourront servir de tissu de remplacement pour l'organe malade. Il faut maintenant voir si chez l'être humain, ces cellules de moelle osseuse ont les mêmes propriétés. On pourra peut-être ainsi un jour les utiliser comme traitement de l'infarctus ou de la maladie d'Alzheimer. La suite des épreuves du baccalauréat, dernière semaine des écrits avec ce candidat myopathe qui a réussi à braver sa maladie pour passer les examens. Rien n'aurait été possible sans le soutien moral et physique d'un jeune homme qui l'assiste depuis 2 ans. Nabila Tabouri, Thierry Breton. Spécialité, baccalauréat général, session 2002. 8 heures, début d'une épreuve traditionnelle, la biologie. Baptiste, un candidat un peu à part, s'apprête à composer. Tétraplégique à la suite d'une maladie génétique, il bénéficie de l'assistance de Ronan. Baptiste dicte ses réponses et Ronan les retranscrit à la virgule près. Une caméra et un écran leur permettent de communiquer. Tu t'es gouré? Pas moins élevé? Et vous n'intervenez absolument pas, vous ne donnez pas une réponse si vous estimez qu'elle n'est pas bonne? Eh bien non, je n'ai pas à le faire. Et puis il n'aimerait pas ça d'abord. Et il se dit que c'est sa copie, il veut noter, c'est son nom qui est marqué au-dessus de la copie. Donc je n'ai pas à intervenir. Pendant 2 ans, Baptiste a également bénéficié en cours de l'assistance de Ronan. Cette aide lui a permis de suivre une scolarité normale, ce qui aux yeux de Baptiste est plus important que de passer le bac. Il y a autre chose que le bac dans la vie. S'amuser quoi. N'importe quoi. Allez dehors. Le combat de Baptiste, c'est aussi celui de ses parents. Sans leur acharnement, son intégration aurait été impossible.
Le fait qu'ils puissent quand même donc suivre un parcours à peu près ordinaire, je pense que ça devrait permettre et donner envie à d'autres de tenter l'aventure. Parce que c'est pas si difficile que ça, quoi. Mais il faut en avoir vraiment envie. S'il décroche son bac, Baptiste s'inscrira en fac de biologie. Il compte avancer dans sa vie et pas rester muré dans sa maladie. Au chapitre économique, la question du coup de pouce au SMIC au 1er juillet prochain, Jean-Pierre Raffarin n'y serait pas favorable, préférant en fait s'orienter vers une harmonisation des différents niveaux. Et puis on apprend à l'instant qu'un accord est intervenu entre les pédiatres et l'assurance maladie. La consultation en pédiatrique passerait à 28 € pour la petite enfance, c'est-à-dire les bébés jusqu'à 2 ans. Les déboires de France Télécom, une nouvelle journée noire pour l'opérateur téléphonique. Les titres n'en finissent pas de plonger, une chute qui affecte la bourse de Paris. David Boéry, André Issora. Ce jour-là, Michel Bon déboursait 40 milliards d'euros pour s'offrir Orange, un opérateur britannique de téléphonie mobile. Depuis 6 ans, le PDG de France Télécom suit la même stratégie, devenir à tout prix l'un des premiers opérateurs en Europe, quitte à racheter très cher des concurrents à l'étranger. Mais l'aventure se solde aujourd'hui par près de 70 milliards d'euros de dettes. Aujourd'hui, ce que tout le monde peut constater, c'est que cette politique ruineuse d'achat d'opérateurs à l'étranger a des conséquences extrêmement néfastes sur l'entreprise elle-même, sur le cours de l'action. Car sur les marchés financiers, c'est la crise de confiance. Introduite en bourse il y a 5 ans à 27,75 €, l'action France Télécom est en chute libre. Elle est aujourd'hui en dessous de 13 €. En 6 mois, elle a perdu 71% de sa valeur. Quand on regarde ce qui se passe partout en Europe, tous les patrons d'entreprises de télécom qui se sont lancés dans les mêmes aventures ont été sanctionnés, ont été démis par leurs actionnaires. Il y en a 2 qui résistent aujourd'hui, c'est Michel Bon et Ron Sommer, c'est Deutsche Telekom et France Télécom. Il est très singulier de constater que les entreprises les plus endettées, celles qui sont les plus sanctionnées par le marché, continuent à avoir les mêmes dirigeants. Car jusqu'à présent, France Télécom a toujours eu le soutien de son principal actionnaire, l'État, ce qui a permis à son PDG de traverser les turbulences. François Pinault prépare sa succession au terme d'un très long processus. Il a transféré la propriété de son groupe à ses 3 enfants. Ses droits de donation partage sont colossaux à l'image de son empire. En ce jour de fête de la musique, nous y reviendrons bien sûr en fin de journal, l'occasion était trop belle pour la Fnac et Virgin de baisser la TVA sur les disques, les fameux 5,5% qui font partie des promesses du gouvernement. François Baudonnet, Nicolas Prader. Pour les professionnels du disque, la fête de la musique, c'est avant tout une protestation bien orchestrée. Avec depuis 10 ans la même exigence, une TVA à 5,5 au lieu de 19,6. Du coup, l'album passerait sous la barre symbolique des 15 €, ce qui limiterait peut-être aussi le recours massif aux copies sauvages. Il se vend autant de CD vierges, à peu près 150 millions l'année dernière en France, que de disques enregistrés. Ce week-end, les grands distributeurs vont appliquer le taux réduit de TVA et faire le plein d'acheteurs dans leurs rayons. Disques moins chers, etc., tu les mets où tu veux en fait. Un joli coup de pub? Oui, mais pas seulement. Voilà. Tu peux les mettre où tu veux dans le truc. Et les concurrents, et Virgin, et les éditeurs, et les artistes, nous avons tous intérêt à être vraiment dans le même bateau. Et je suis sûr d'une chose, c'est qu'on rame tous dans le même sens. Tous, y compris le gouvernement. Jacques Chirac en a même fait une promesse de campagne. Une promesse un peu rapide, faite sans l'accord de nos partenaires européens. Il ne s'agit pas d'une dérobade, il s'agit de notre part d'un véritable engagement. Le président de la République, le Premier ministre, le ministre de l'économie, le ministre de la Culture se sont engagés sur ce dossier et maintenant il faut convaincre. Le gouvernement se donne 1 an pour baisser la TVA sur les disques. Bruxelles parle de 2004 dans le meilleur des cas. Enfin, sachez que le ministre de l'économie et des finances, Francis Maire, a rejeté, comme son prédécesseur d'ailleurs, la levée du secret défense dans l'affaire des ventes de frégates à Taïwan. Nouvelle escalade de la violence en Israël et dans les territoires ces derniers jours. En moins de 72 heures, 3 attaques palestiniennes, dont 2 attentats suicides. Hier, 5 Israéliens, dont 3 enfants, ont été tués. Parallèlement, ce sont 9 Palestiniens qui ont perdu la vie dans la bande de Gaza et à Jenin. Là aussi, il y avait des enfants parmi les victimes. Jean-Marc Hilos. Ils pleurent, les 5 d'entre eux, dont une mère et ses 3 enfants morts cette nuit sous les balles d'un tireur palestinien qui, avant d'être tué par les soldats, avait réussi à s'infiltrer dans cette colonie, pourtant déclarée depuis hier zone interdite, comme les 150 colonies israéliennes de Cisjordanie.
Après les attentats suicides du début de semaine, un total de 34 morts israéliens et l'armée israélienne réinvestit 6 villes palestiniennes, dont Naplouse ce matin. Le sang coule aussi côté palestinien. En 24 heures, 12 morts, dont 4 enfants, 2 tués à Gaza et 2 autres, victimes d'obus de tanks israéliens tirés ce matin sur le marché de Jenin. Une erreur, affirme l'armée israélienne. Apparemment, la mise en place d'un couvre-feu n'était pas connue clairement de la population, surprise en train de faire ses courses. Dans cette ville, où les Israéliens affirment poursuivre les auteurs des derniers attentats suicides. Une escalade infernale où l'on cherche en vain les signes annonciateurs du moindre répit. Et pour la première fois, des appels de Palestiniens contre les attentats suicides ont pris une véritable ampleur. À côté des intellectuels qui font circuler une pétition, de nombreux chômeurs ont manifesté à Gaza. Charles Anderlin. C'était hier pour la première fois une manifestation de chômeurs. Ils réclament du travail, un salaire. Sur ces banderoles, on peut lire « Ne touchez pas au pain des enfants des travailleurs ». Et ils posent des questions. Où est l'aide arabe dont on nous parle? Aussi, où va l'argent? Et scandent « Qui veut nous affamer ?» Indirectement, ces slogans sont dirigés contre l'autorité autonome et sa politique. Plusieurs manifestants ont également condamné les attentats suicides à l'origine des bouclages qui les privent de leur travail en Israël. À l'orée du camp de réfugiés de Jebalia, les chômeurs ont installé une tente où ils se retrouvent. Je m'associe à l'appel pour qu'il n'y ait plus ces attaques suicides, mais à condition que cessent les tueries de civils des deux côtés. Nous tendons la main vers la paix. C'est le professeur Sarinou Saïbé de l'université palestinienne Al-Quds à Jérusalem qui est à l'origine de ce nouvel appel contre les attentats suicides. Nous essayons de confronter ceux qui sont derrière ces attaques pour qu'ils expliquent si elles sont productives. Nous voulons un dialogue pour savoir si nous allons dans la bonne direction. Nous devons retrouver la raison. Plus de 400 intellectuels de Cisjordanie et de Gaza ont déjà signé cet appel. Au Canada, alors que va se dérouler la semaine prochaine le sommet du G8, le gouvernement a décidé d'employer les grands moyens pour protéger les dirigeants des grands pays. Les ours grizzlies de la région ont été équipés de colliers émetteurs. Le but, les surveiller pour éviter qu'ils ne s'approchent trop des grands de ce monde. Étienne Lénart. C'est dans ce décor de rêve que les plus puissants dirigeants du monde se retrouveront la semaine prochaine. Et s'ils seront protégés des manifestations par cette barrière naturelle de sapins et de montagnes, d'autres habitués des lieux risquent, eux, de ne pas goûter forcément qu'un sommet du G8 vienne empiéter sur leurs terres. Si les grizzlies s'approchent trop près et menacent des personnes, eh bien nous les ferons fuir avec nos chiens. Près de 800 grizzlies font la richesse de cette région de l'Alberta. Et pour éviter que certains d'entre eux ne viennent fourrer leur museau dans les affaires des grands de ce monde, on les a équipés d'un collier qui permettra, grâce à un repérage par satellite, de connaître en permanence leur position. Pendant 2 jours, ce petit coin de paradis sera l'endroit le plus surveillé de la Terre et les chefs d'État seraient d'ailleurs bien inspirés de ne pas s'éloigner des sentiers balisés, même pour échanger des confidences, comme le confirment ceux qui, par le passé, ont eu affaire aux grizzlies. D'un peu trop près. Il a attrapé mon bras. Je me suis protégé la figure, puis il a relâché mon bras et m'a mordu derrière la tête. Voilà en tout cas les services secrets prévenus en pleine campagne antiterroriste. Une morsure, même bénigne, deviendrait forcément une affaire d'État. Une partie de l'Ouest américain ravagée par des incendies, de nombreuses personnes évacuées dans plusieurs États. Le point avec Christian Houtin. La menace se rapproche. C'est maintenant tout l'ouest des États-Unis qui est touché par le plus grave incendie qu'ait connu le pays depuis longtemps. Après le Colorado, c'est au tour de l'Arizona de s'embraser. Au total, une dizaine d'États sont frappés par de gigantesques feux de forêt. 750 000 hectares ont déjà été détruits depuis le début du sinistre, il y a 2 semaines. Les moyens déployés sont considérables et des milliers de pompiers sont à pied d'œuvre. Mais le salut pourrait bien venir du ciel, grâce aux orages. 4 années de sécheresse consécutives n'ont fait qu'aggraver la situation jugée catastrophique. Seul signe encourageant, la ville de Denver semble aujourd'hui hors d'atteinte.
et une partie des 10 000 habitants évacués ces jours derniers ont été autorisés à regagner leur maison. Journée nationale des sapeurs-pompiers demain en France. Ils sont 240 000, dont près de 200 000 volontaires. Leurs interventions concernent de nombreux secteurs de la vie quotidienne. La lutte des incendies ne représente en fait que 10% de leur action. Hélène Orguet et Rémi Poissonnier ont passé 24 heures avec les pompiers des Yvelines. Caserne de Saint-Germain-en-Laye. C'est l'alerte maximale pour toutes les équipes. À quelques kilomètres de là, l'incendie fait rage. Stop! C'est l'idée que vous vous faites des pompiers, mais elle n'a rien à voir avec leur quotidien. Départ FPTL pour personnes bloquées dans un ascenseur. Le nid de guêpes encombrant, le malaise sur la voie publique, voilà la routine de ces hommes, plus souvent secouristes que soldats du feu. Cette femme de 94 ans est tombée dans son salon. Vous avez bu? Faut boire hein, quand il fait chaud comme ça. J'ai bu un tout petit peu de vin. Oh, bah avec du cassis. L'appel au 18 était justifié, mais ce n'est pas toujours le cas. Ça arrive, oui, dans une certaine mesure, notamment dans les zones urbanisées, qui ont plus volontiers recours au service des sapeurs-pompiers, peut-être que dans des zones plus rurales, où les gens se débrouillent un peu plus par eux-mêmes. Plus plombiers que pompiers, cette fois c'est pour une cave inondée qu'on les a appelés. Est-ce que c'est une situation d'urgence là? Non, pas du tout. Pas du tout. Mais bon, faut le faire quand même. C'est pour rendre service là, rendre service aux gens. Et dans les Yvelines, aucun service n'est facturé, contrairement à d'autres départements. Pendant les 24 heures de cette garde, il n'y aura ni grande échelle, ni lance à incendie. Aujourd'hui, les pompiers jouent aussi un rôle social. On fait appel à vous parce que voilà, c'est facile et puis on répondra toujours. Et du mieux qu'on pourra. Une énergie qui tendrait à s'épuiser. L'effectif des pompiers est composé à 85% de volontaires. Et la profession souffre actuellement d'une crise des vocations. Les 50 ans de l'accouchement sans douleur pour la plupart des femmes, une façon de parler avant l'existence de la péridurale. Reste que dans ce demi-siècle, de nombreuses méthodes ont été mises au point pour soulager les femmes et les préparer à la naissance. À l'hôpital de Blois, Delphine Orviller et José Boulestex. Petite ronde de ventre rond. Les mouvements sont légers dans une eau à 35 degrés. Toutes ces futures mamans ont choisi de préparer la venue de bébé en piscine et elles en attendent beaucoup. Moins d'anxiété pour l'accouchement et puis que ça se passe le mieux possible. C'est un moment vraiment pour soi, que psychologiquement on peut vraiment se préparer à cette arrivée de bébé. Et je vais l'inviter à une danse, pourquoi pas. Une danse aquatique pour faire travailler son corps et ses muscles, mais surtout pour apprendre à se relaxer et pouvoir, bien avant l'accouchement, déjà rencontrer bébé. Quand elles rencontrent leur bébé, jusqu'à présent, c'est toujours médicalement, par l'intermédiaire de l'échographie ou du médecin. Là, elles rencontrent leur bébé et la future naissance sous un autre aspect. Voilà, par des petits bercements qui sont autre très rencontre, relaxants et en même temps, celle du toucher. Beaucoup de confiance. Grâce à l'aptonomie, papa peut lui aussi approcher bébé du bout des doigts. C'est un début d'apprentissage de la vie à trois, lié à un lien affectif avec ce bébé qui n'est pas encore là. Et je trouve que c'est vraiment... vraiment, je me sens pas seule du tout et je vis ma grossesse de façon complètement épanouie, heureuse et pressée d'en faire une autre. En attendant le prochain, celui-ci devrait arriver très très bientôt et on l'espère tout en douceur. Le Beaujolais, victime de sa surproduction, va reconvertir 100 000 hectolitres de vin, un véritable plan d'urgence décidé par la profession. Émilie Lançon. La vigne est belle, ses cultivateurs devraient être contents. Oui, mais voilà, ces temps-ci, le Beaujolais se vend mal. Bien sûr, il y a la concurrence internationale, mais surtout, l'image du Beaujolais nouveau, considéré comme un vin de faible qualité, fait baisser les ventes. Le primeur, en fait, c'est un vin extra, c'est convivial, c'est la fête. Mais, bon, parfois, il a cette image un petit peu négative de vin léger, de vin pas fait, de vin... La réponse à tous les marchés du monde, c'est qu'il ne faut mettre en marché que ce que le marché peut absorber. C'est bien, ça va. Alors les viticulteurs ont décidé de retirer 100 000 hectolitres de Beaujolais du marché. C'est 7% de la production et pour l'instant, ils ne savent pas très bien ce qu'ils vont en faire.
Peut-être la distillation, peut-être du vinaigre, mais enfin, peu importe l'aboutissement. L'essentiel, c'est que ces vins-là ne soient pas sur le marché. Les producteurs prévoient d'indemniser chaque hectolitre à hauteur de 70 €. Tout le problème est maintenant de savoir qui va mettre la main à la poche. Le dossier doit être adressé au nouveau ministre de l'Agriculture. Le festival du printemps des comédiens qui se déroule à Montpellier ces jours-ci a choisi sans le savoir pour la restauration de ses festivaliers une entreprise qui serait liée à une secte répertoriée comme dangereuse. Cette affaire illustre la façon insidieuse dont les sectes infiltrent différents domaines de la société. Léon Lamberton, Pascal Ponce. Ce n'est pas la foule ce midi au Common Ground Café. Mais le soir, lorsque le festival de théâtre de Montpellier bat son plein, on peut servir ici jusqu'à 800 repas. Or, ce restaurant temporaire est accusé d'être la vitrine commerciale d'une secte. Les clients en restent perplexes. Ce qui est gênant dans une secte, c'est pas leur activité, par exemple cette activité-là. C'est s'ils commencent à essayer d'embrigader des gens, s'ils essaient de récupérer les gens, de les enfermer, leur prendre leur liberté d'une certaine manière. Les serveurs se montrent peu bavards. Refusant de répondre aux questions précises, ils s'en tiennent à des généralités. On est juste des gens qui vivent ensemble parce qu'on partage les mêmes convictions et puis il faut bien vivre, alors on a une activité commerciale. Et pourtant, sur Internet, Common Ground Café, qui invite à venir au Festival de Montpellier, est abrité par un site appartenant à une communauté apostolique, les 12 tribus. Communauté liée à la secte Tabitha's Place, dont des membres ont été condamnés pour avoir laissé mourir un bébé. Le directeur du Printemps des comédiens, qui avait repéré ce restaurant au Festival d'Avignon, reconnaît s'être laissé piéger. Je ne suis ni flic, ni juge, ni journaliste d'investigation, donc voilà, je serai peut-être un peu plus prudent à l'avenir. Cette mésaventure ne surprend pas ceux qui luttent contre les sectes, car ils ont noté qu'elles utilisent souvent ce moyen pour faire rentrer de l'argent, convertir de nouveaux adeptes et surtout acquérir une image de respectabilité. Cinéma avec la sortie du dernier Walt Disney. Les amoureux de Bambi et de Blanche-Neige seront aux anges. Lilo et Stitch sont les nouveaux héros des studios Disney qui reviennent avec ce film à la tradition. Marie Jojoy. Mélange de koalas irradiés, de piranhas surmultipliés, de chiens de concierge, un peu de ragondin, Stitch, surnommé aussi l'expérience 626, est le fruit du cerveau un peu dérangé d'un savant extraterrestre. Je crois qu'il faut que tu arrêtes le café. Indestructible, destructeur, condamné à l'exil sur Terre, il va rencontrer une petite hawaïenne 100% humaine. Voilà pour l'histoire. Tous nos chiens peuvent être adoptés. Sors celui-ci! Shrek, l'ogre vert de DreamWorks et les mammouths de la Fox veulent la peau de Disney. Les studios de l'oncle Walt contre-attaquent en revenant à la tradition. Tout comme Blanche-Neige, Lilo et Stitch est réalisé à l'ancienne. Lilo est la réincarnation même des personnages des dessins animés des années 30 et 40. Elle est ronde, attachante et plutôt délicieuse. Nous avons procédé comme dans les années 30, où les dessins étaient peints à l'aquarelle. Et nous avons fait revivre une forme d'art que les studios Disney avaient presque perdue. C'est quelque chose d'étonnant. Pour l'authentique, réalisateurs et dessinateurs sont partis pour Hawaï. Chaque paysage, chaque mouvement de danse ont été filmés puis dessinés. Es-tu heureuse ? Je pense être équilibrée, j'ai une alimentation variée et je me fais discipliner. Restait la magie du doublage. La voix de Lilo en français est celle d'une petite fille de 12 ans, Camille Donda, naturellement comédienne. Je voyais le micro et tout, ça m'a un petit peu impressionné. Comment ça s'appelle ? L'ingénieur du son avec tous les boutons, ça m'a... Comment il fait pour s'y retrouver là-dedans ? Elvis Presley est aussi de la partie. Lilo et Stitch s'adressent aux enfants bien dans leur époque, sans prendre les parents pour des idiots. Et Disney prouve ici que le dessin animé traditionnel reste son arme la plus efficace. Et c'est la fête de la musique en ce premier jour de l'été. 20 ans, le bel âge et un succès qui ne se dément pas. Paris en fête et en musique, comme le montre ce reportage de Daniel Wolfram et Frédéric Bon. Le soir, le kiosque, les enfants de l'école du coin, le maître de musique, la fête peut commencer. Je veux remettre un coup de verre encore une fois.
Le rap, la rue, les grands frères, le contraste, c'est cela la fête de la musique. Un concerto de Saint-Saëns à l'extrême centre de Paris, à l'Hôtel Dieu. La fête de la musique s'adresse à tous, aux bien portants comme aux autres. La grande scène des musiques du monde, des voix africaines au ministère des Affaires étrangères, le choc des cultures. Et en ce jour, la musique s'initie partout, même là où on ne l'attend pas forcément. La fête de la musique, l'occasion de vous présenter ces voix a cappella qui enveloppent, grâce à de nouveaux arrangements, des titres célèbres de la chanson française. Une aventure qu'a osé tenter Philippe Kelly et que nous découvrons avec Daniel Wolfram et Patrice Deschmecker. Remplacer les instruments de musique par des sons, des onomatopées, des voix chantées a cappella, voilà la trouvaille de ces deux vieux copains musiciens. Chaque morceau est arrangé, retravaillé autour de dizaines d'harmonies nouvelles, réadaptation de quelques célèbres titres créés et interprétés par de célèbres artistes, tous de cultures musicales différentes. Zazie ou Jane Birkin, Nougaro, Michel Jonas ou Catherine Lara. Des percussions, des charleston, il y a des basses, il y a des voix très très aiguës. Il y a en fait toutes les parties d'un orchestre. Alors, on n'a pas toujours voulu imiter les instruments. On n'était pas là vraiment. Non, l'idée n'est pas de faire, je dirais, une prestation d'imitation. Les voix sont tantôt effectivement recréer l'instrument, mais on les voit recréer surtout l'harmonie, les harmonies. Dansez sur moi, le soir de vos fiançailles. Dansez dessus, mes vers luisants comme un paquet de Versailles. Fleurir au fond des yeux, nuit magique, une histoire d'humour qui tourne à l'amour. La composition de l'album a cappella a duré 1 an et demi. Résultat, chaque titre est entièrement revu comme réinventé. Par exemple, on découvre aussi cette chanson nous-mêmes d'une manière assez originale, puisque c'est très curieux d'être en même temps auteur-compositeur et en même temps découvreur à nouveau de la chanson qu'on a écrite. Et ces mélodies, adaptées à cappella ou pas, chantées et reprises par tous, c'est ce qu'on nomme des succès populaires. La fête de la musique en direct toute la soirée sur France 2 et nous retrouvons sur l'esplanade du Trocadéro Daniela Lambozo, Jean-Luc Delarue et vous Michel Drucker, entourés d'artistes et non des moindres. Oui, notamment Zazie et David Hallyday, bonsoir. Et puis tout à l'heure, Nuit Magique, on vient de voir le reportage dans le journal et nous les retrouverons avec Catherine Lara a cappella à la fin de la soirée. Des artistes, on aura beaucoup de chansons, donc David est avec nous. Il y a David qui va venir chanter sa dernière chanson, son disque sort, et puis Zazie qui va peut-être nous réserver une surprise en direct, on sait jamais. Je ne la coucherai pas, non, c'est la fête de la musique. C'est votre dernière apparition avant les grandes vacances? C'est-à-dire que oui, parce qu'après ça risque de faire un peu désordre, voyez. Elle est encore plus belle de profil. Oui, voilà ce que c'est que l'aérophagie. On se retrouve en direct d'ici quelques instants, donc ici au Trocadéro, sur l'un des plus beaux sites du monde entier, avec 40 chansons qu'on entendra tout au long de la soirée. Et 30 ans de tubes, puisque ce seront des tubes des années 70 à nos jours. N'hésitez pas à venir nous rejoindre, bien sûr, si vous passez dans le coin. Oui, venez nous rejoindre, on est là jusqu'à 1h du matin. À tout de suite.
Et on arrive. Merci à vous et à tout à l'heure. C'est la fin de cette édition. Dans un instant, la météo de Nathalie Rioué, puis le point route Valérie Maurice. 20h50, la fête de la musique, présentée donc par Daniela Lambroso, Michel Drucker, Jean-Luc Delarue. 0h35, le dernier journal, Jean-Claude Renaud. Demain à 7h, dans Thé ou Café, Catherine Sellac reçoit Jean-Claude Casatsu. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver dès 13h. Je vous remercie de votre attention. Excellente fin de soirée sur France 2. Et on se quitte en musique, évidemment, avec cette fanfare espagnole dans les rues de Paris. France 2, avec Société Générale, la GMF, partenaires officiels du 15 de France. On est parti d'essai maintenant. Franck Ménel pour la Gisquet. La Gisquet à l'intérieur encore. Oh oui, formidable essai de la Gisquet. Ah, il est dans son jardin, Patrice la Gisquet. Oh, il a fait 3 exploits dans une même phase. Regardez ça. Et c'est ici la grande passe avec Ménel qui donne à la Gisquet. Regardez le crochet intérieur de la Gisquet qui trompe Jenny. Recrochet encore à l'intérieur. Lionel est trompé et il déborde tout son monde de la Gisquet pour marquer ce fabuleux essai. Aujourd'hui, 21 juin, la musique joue les stars dans l'un des sites les plus prestigieux du monde. Sur une scène montée en plein cœur des jardins du Trocadéro, au pied de la Tour Eiffel, les grands noms de la variété internationale vous feront vivre et revivre 30 ans de tubes inoubliables. Duo, medley, reprise, surprise, la fête des musiques de 1970 à nos jours, présentée par Michel Drucker, Daniela Lambroso et Jean-Luc Delarue, c'est ce soir en direct sur France 2. Gauche, freine, droite, tout droit, freine. Un verre d'eau minérale Courmayeur, quelques grammes de diététique, un soupçon de gymnastique, on ne peut pas faire mieux. Courmayeur, et si c'était la meilleure alliée de votre minceur? Nous construisons des routes. Elles mènent toujours à vous. Eurovia, une société de Vinci. Je m'appelle France, je suis prof de tennis et je récupère tout ce que je trouve. Dès qu'il y a un amas de ferraille, je farfouille. Voilà Sam. Moi, ça me fait marrer de donner un look un peu fou à finalement des pièces inertes et de leur redonner vraiment un visage qui est de la vie. Voilà Max, c'est le saxo. Ce que j'aimerais, c'est que les enfants se rendent compte qu'on peut fabriquer des choses formidables et pleines de poésie. Ça, c'est mon pote Anatole. Mon rêve, ça serait d'arriver à faire une énorme famille de 40 ou 50 musiciens. Je suis Zoé, future chanteuse. Ça m'éclate complètement de faire ces automates. Goupiller, bricoler, c'est vraiment un bonheur. Ça met du soleil dans mon quotidien. A plus en attendant les autres musiciens.
C'était Talent de vie sur France 2. La vie, la vraie, au champ. Demain soir, événement exceptionnel sur France 2 pour la grande finale de Fallait y penser. C'est vous qui voterez pour élire l'inventeur de l'année. Les inventeurs les plus fous, les plus géniaux, les plus attachants viendront de toute la France sur le plateau de Fallait y penser. Ils ont tous des idées incroyables pour changer notre vie, mais un seul repartira avec le titre. Alors rendez-vous demain soir à 20h55 en direct sur France 2 pour la grande finale de Fallait y penser. Bonsoir à tous, une météo en fait pour la fête de la musique et un samedi qui s'annonce plutôt bien, sauf si vous habitez dans le sud-est et que vous craignez la canicule car la chaleur va s'accentuer. Alors pour ce soir, pour cette nuit, ça se présente bien, je vous l'ai dit, avec un temps plutôt sec en général, un ciel bien dégagé, tout au plus quelques gouttes de pluie pas bien méchantes sur les côtes de la Manche, quelques nuages également sur le Pays Basque et dans le sud-ouest et une grande douceur des températures, 19 à 24 degrés en moyenne, profitez-en bien. Voici maintenant la situation générale, nous sommes et nous restons dans un flux d'ouest-sud-ouest avec quelques cellules orageuses qui se sont manifestées cet après-midi sur le Massif central et qui cette nuit vont se décaler progressivement vers le nord-est. Et puis voici ce front que l'on va retrouver dès demain matin sur le nord-ouest de la France. Il sera de faible activité, donc quelques gouttes de pluie près des côtes, mais un ciel tout de même très nuageux sur le nord-ouest. À l'avant, quelques nuages qui vont déborder, des nuages bas dans le sud-ouest, des brumes et des brouillards. Après dissipation, le soleil devrait dominer et du soleil, un franc soleil autour de la Méditerranée. Dans le courant de l'après-midi, ce sera à peu près le même type de temps, simplement quelques gouttes de pluie toujours sur la Bretagne et un ciel qui restera très nuageux. Ailleurs, peu d'évolution, beaucoup de soleil et quelques nuages simplement sur le sud-ouest et à l'avant de ce front, du soleil encore et toujours dans le sud-est. C'est d'ailleurs là que je vous emmène ce soir pour voir que les températures seront très élevées le matin comme l'après-midi. Il fera 17 degrés à Séminaire, 24 degrés à Falloux et 23 degrés à Montvaillant, température relevée au lever du jour. Et puis dans le courant de l'après-midi, là on est au-dessus des normales saisonnières avec 31 degrés à Sainte-Lucie, 36 degrés à Valongue ou bien 35 degrés à La Touche avec beaucoup de soleil. Alors ailleurs, eh bien, les températures sont également en hausse puisque la masse d'air reste dans le rouge, un flux de sud-sud-ouest qui repousse l'air frais vers les pays scandinaves. Prévoyez donc au lever du jour des températures comprises entre 13 et 18 degrés sur la moitié nord, 15 à 24 degrés sur la moitié sud. Dans l'après-midi, cette hausse se confirme, 17 à 27 degrés au nord, 17 degrés seulement à Brest, mais 10 degrés de plus à Strasbourg, 25 degrés à Paris et sur la moitié sud, on atteindra allègrement les 36 degrés, donc à Nîmes, ainsi qu'à Marseille et seulement 21 degrés à Biarritz. La suite du programme avec donc pour dimanche, cette perturbation qui s'infiltre un peu plus dans les terres, on va la retrouver du Bordelais jusqu'à la Champagne et aux Ardennes avec une évolution orageuse sur le Massif central, à l'avant toujours du soleil. À l'arrière, sur le nord-ouest, eh bien, un retour de belles éclaircies, température en légère baisse, 25-29 degrés en moyenne avec le passage de ces nuages. Et puis pour lundi, eh bien, les orages auront tendance à se réactiver, notamment sur le relief des Pyrénées, du Massif central, des Alpes du Nord ainsi que du Jura. Donc une bande de nuages qui va s'étendre du sud-ouest jusqu'aux Alpes. Retour du soleil sur la moitié nord et un soleil qui résiste autour de la Méditerranée, température encore en légère baisse, 23-25 degrés en moyenne. On termine par l'éphéméride. Nous serons demain, le samedi 22 juin. Nous fêterons la Saint-Alban avec un soleil qui va se lever à 5h49. Excellente soirée sur France 2. Vous retrouverez demain matin Laurent Romeshko. Et je vous dis à dimanche. Merci, bonsoir. Darty, le contrat de confiance. Oh Pascal, tu tires ou tu pointes? Il y a parfois des choix difficiles. Réfléchissez, Renault vous offre le choix entre 900 € d'équipement pour 1 € de plus. C'est parfaitement propre. Le chat formule basse température, une nouvelle définition de la propreté. Marc est en train de penser que son argent aussi devrait faire des bons. Investir sur le marché? D'accord.
Mais si c'est pour perdre, peut-être pas. Avec Vivango, souscrit dans le cadre de l'assurance vie, votre seul risque désormais, c'est de gagner. Ce que l'avenir vous promet, la Poste vous l'apporte. Demain soir, événement exceptionnel sur France 2. Pour la grande finale de Fallait y penser, c'est vous qui voterez pour élire l'inventeur de l'année. Les inventeurs les plus fous, les plus géniaux, les plus attachants viendront de toute la France sur le plateau de Fallait y penser. Ils ont tous des idées incroyables pour changer notre vie, mais un seul repartira avec le titre. Alors rendez-vous demain soir à 20h55 en direct sur France 2 pour la grande finale de Fallait y penser. Israël réoccupe les villes de Cisjordanie. Pour la première fois, des Palestiniens manifestent contre les attentats suicides. L'utilisation prometteuse des cellules souches chez les souris de laboratoire, extraites de la moelle osseuse, elles peuvent réparer tous les organes. Déjà 2 demi-finalistes pour le mondial, le Brésil qui a battu l'Angleterre 2-1 et l'Allemagne qui s'est imposée face aux États-Unis 1-0. Madame, Monsieur, bonsoir. C'est la première nuit de l'été 2002 et les 20 ans de la fête de la musique. Après les décibels et le grand show du Trocadéro, je vous propose une autre facette de la fête, la redécouverte d'un compositeur guadeloupéen. Il s'appelait le Chevalier de Saint-Georges et il vivait à la cour de Louis XVI. Ce soir, les archers de Paris ont joué sa musique dans la rue qui porte son nom, près de la Madeleine. Reportage Nathalie Gallet et Vincent Bouffartille. Fermez les yeux, vous êtes au XVIIIe siècle. Le compositeur de cette symphonie étonne alors par son talent et par la couleur de sa peau. Il est métis. Saint-Georges est donc devenu le premier compositeur de musique classique à la peau noire. Alors, on pourrait se contenter de ce titre qui en soit intéressant, mais non seulement c'est un compositeur, mais c'est un bon et un grand compositeur. À l'époque à Paris, il a rayonné sur la musique classique. Il était sans doute le compositeur et le violoniste et le chef d'orchestre le plus en vue de la société parisienne. Contemporain de Mozart, chouchou de Marie-Antoinette, il est plus connu à Paris que le grand Wolfgang Amadeus lui-même. Avec le retour de l'esclavage en 1802, sa musique tombe sous le coup de la censure pendant 1 siècle et demi. Aujourd'hui, l'association Le Concert de Monsieur de Saint-Georges a tiré le musicien de l'oubli. Une rue porte son nom et il est joué un peu partout en France par les archers de Paris. La rue porte son nom, on joue sa musique le jour de la fête, du 20e anniversaire de la fête de la musique. S'ils savaient ça. Fête de la musique, fête des musiciens, revenez au XXe siècle et délectez-vous de ce moment de douceur, écrit sans discrimination il y a 200 ans. L'actualité, c'est hélas toujours le conflit du Proche-Orient, après la vague d'attentats suicides des derniers jours et après l'attaque d'une colonie juive jeudi soir. L'armée israélienne a réinvesti les villes de Cisjordanie pour les occuper. 10 Palestiniens, dont 5 enfants, ont été tués vendredi. On a pourtant noté un signe nouveau. Des Palestiniens sont descendus dans la rue pour dénoncer la stratégie des kamikazes. Evelyne Goldman. Ils sortaient de leur maison pour faire leur marché. Ils croyaient que le couvre-feu avait été levé lorsque l'armée israélienne, déployée depuis mardi à Jenin, a ouvert le feu. 10 Palestiniens, dont 5 enfants, ont été tués. Jenin est la ville où il y a le plus grand nombre de kamikazes. Notre armée aujourd'hui recherchait dans la ville une fabrique d'explosifs. Nous avions donc imposé le couvre-feu. Selon une première enquête, l'armée a commis une erreur. Toujours à Jenin, un garçon de 13 ans a été tué, 7 membres de sa famille blessés dans l'effondrement de leur maison alors que l'armée israélienne dynamitait le bâtiment voisin. Cette dernière, qui a arrêté 400 Palestiniens près de Jenin, réoccupe 8 des grandes villes autonomes de Cisjordanie. Près de Naplouse, un Palestinien a été tué par des colons israéliens qui ont brûlé les échoppes de son village. Les colons venaient d'enterrer 5 des leurs, dont une mère et ses 3 enfants pris en otage la veille.
Au total, le cycle des vengeances-représailles a fait depuis mardi 17 morts côté palestinien et 31 côté israélien. Bilan bien sûr non définitif. Fait nouveau, quelques Palestiniens se sont élevés jeudi pour réclamer du travail et un salaire, avec des slogans contre la politique de l'autorité palestinienne et contre les attentats suicides. Dans le même esprit, une initiative d'intellectuels palestiniens visant à dénoncer les attentats contre les civils en Israël. Nous essayons de confronter ceux qui sont derrière ces attaques pour qu'ils expliquent si elles sont productives. Nous voulons un dialogue pour savoir si nous allons dans la bonne direction. Nous devons retrouver la raison. Près de 300 Palestiniens auraient déjà signé cette pétition. L'ouverture du sommet européen de Séville, marquée par 3 attentats à la voiture piégée, 3 attentats signés ETA. Le premier a brisé les vitres d'un hôtel près de Malaga. 6 personnes ont été blessées, pour la plupart des touristes. Le deuxième, à Marbella, n'a pas fait de victimes. Enfin, le troisième, tout à l'heure, dans le parking d'un grand magasin à Saragosse, a blessé un gardien. À Séville, les 15 dirigeants européens se sont réunis sous bonne garde. Au menu, l'immigration illégale et les finances publiques des États membres. Sur chacun de ces dossiers, la France a plutôt bien tiré son épingle du jeu. Jean-Yves Perrin. Beaucoup moins nombreux qu'au sommet de Nice, mais tout nus. Ces opposants à, je cite, l'Europe du capital, la jouent symbolique. Ils estiment que cette Europe-là les laissera à poil. Beaucoup plus nombreux qu'à Nice, mais très habillés, ceux-là. Les 9000 policiers assurant la sécurité des 15 chefs d'État et de gouvernements européens. Premier thème abordé, la lutte contre l'immigration clandestine. Un sujet très consensuel chez les 15, dont beaucoup connaissent une forte poussée des partis populistes et d'extrême droite. Dans l'immédiat, pas de création de corps européen de garde-frontières, comme le souhaitait le président français. Mais toute une série de mesures destinées à renforcer la coopération entre les 15, comme par exemple la création d'une banque de données de contrôle des visas. Pas question en revanche de sanctionner les pays d'origine de l'immigration illégale, comme le voulaient la Grande-Bretagne et l'Espagne. Le deuxième sujet du jour concerne de près la France et son nouveau ministre de l'économie. Jacques Chirac s'est engagé à ramener les finances publiques françaises au quasi-équilibre dès 2004 et non en 2007 comme il l'avait dit à Barcelone en mars dernier. Il a juste lié cet engagement à la croissance. Autrement dit, le retour à l'équilibre sera impératif si la croissance atteint ou dépasse 3% en 2003 et seulement dans ce cas-là. Mais grâce à cette promesse, la France évite d'être à l'origine d'une nouvelle crise européenne après les échecs des précédents sommets. En bref, une mise au point du Premier ministre à propos du SMIC. Jean-Pierre Raffarin veut effectivement donner la priorité à l'harmonisation des différents SMIC. En ce qui concerne le fameux coup de pouce du 1er juillet, il ne décidera qu'après avoir entendu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective. Après les généralistes, les pédiatres, ils sont parvenus ce soir à un accord avec l'assurance maladie, accord sur les consultations de la petite enfance de 0 à 2 ans. Leur tarif passe à 28 € à compter du 15 juillet. Les marchés boursiers dans la tourmente. À Paris, l'indice CAC 40 a fini la semaine sous la barre des 3800 points. Un titre a été particulièrement chahuté, France Télécom, dont la stratégie continue d'inquiéter les investisseurs. David Boéry. Ce jour-là, Michel Bon déboursait 40 milliards d'euros pour s'offrir Orange, un opérateur britannique de téléphonie mobile. Depuis 6 ans, le PDG de France Télécom suit la même stratégie, devenir à tout prix l'un des premiers opérateurs en Europe, quitte à racheter très cher des concurrents à l'étranger. Mais l'aventure se solde aujourd'hui par près de 70 milliards d'euros de dettes. Aujourd'hui, ce que tout le monde peut constater, c'est que cette politique ruineuse d'achat d'opérateurs à l'étranger a des conséquences extrêmement néfastes sur l'entreprise elle-même, sur le cours de l'action. Car sur les marchés financiers, c'est la crise de confiance. Introduite en bourse il y a 5 ans à 27,75 €, l'action France Télécom est en chute libre. Elle est aujourd'hui en dessous de 13 €. En 6 mois, elle a perdu 71% de sa valeur. Quand on regarde ce qui se passe partout en Europe, tous les patrons d'entreprises de télécom qui se sont lancés dans les mêmes aventures ont été sanctionnés, ont été démis par leurs actionnaires. Il y en a 2 qui résistent aujourd'hui, c'est Michel Bon et Ron Sommer, c'est Deutsche Telekom et France Télécom. Il est très singulier de constater que les entreprises les plus endettées, celles qui sont les plus sanctionnées par le marché,
continue à avoir les mêmes dirigeants. Car jusqu'à présent, France Télécom a toujours eu le soutien de son principal actionnaire, l'État, ce qui a permis à son PDG de traverser les turbulences. Au Parti communiste, les déboires économiques après le déclin politique, un plan social est mis en œuvre, place du colonel Fabien, au siège du PC. Il prévoit 44 suppressions d'emplois sur 104. La mise en examen d'un membre du gouvernement, Jean-François Copé, secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement, a été mise en examen à Meaux pour complicité de diffamation envers des policiers. D'autres informations en bref, en commençant par une nouvelle affaire de viol en Réunion dans l'Essonne. Olivier Poncelet. 4 jeunes garçons ont été mis en examen jeudi soir pour viol en Réunion. Avec 10 autres mineurs, dont 9 avaient déjà été interpellés, ils avaient participé à ce qu'ils appellent des tournantes avec une adolescente de 13 ans. Après une année de silence, la victime s'était confiée à la suite du passage dans sa classe d'un policier venu faire de la prévention des agressions sexuelles. Traumatisée, la jeune fille effectuera sa rentrée scolaire à Clamart, dans un internat. Cet incinérateur d'ordures ménagères avait été fermé provisoirement par précaution le 7 juin dernier. Il est cette fois-ci mis définitivement à l'arrêt. Une décision du préfet de Saône-et-Loire, Pierre-Henri Maccioni, en raison d'un taux de dioxine élevé retrouvé sur les fromages fabriqués dans les fermes alentours. Il est maintenant établi scientifiquement, d'après les analyses à partir des prélèvements qui ont été faits dans une zone plus vaste, que la source de cette pollution est bien l'incinérateur de Cluny. Les agriculteurs de cette zone à risque, dont les cheptels ont pu être contaminés, ont été interdits de commercialiser leurs produits ou leur bétail. Au total, 16 troupeaux bovins et 3 troupeaux caprins ont été mis sous restriction. Un chauffard a percuté un piéton après avoir perdu le contrôle de son véhicule, une grosse cylindrée sportive. Le piéton, âgé de 70 ans, marchait sur le trottoir de la place Bellecour à Lyon quand il a été heurté. Son état est très sérieux. Le conducteur, dont le contrôle d'alcoolémie s'est révélé positif, a été placé en garde à vue. En Chine, des inondations gigantesques. 100 millions de personnes sont concernées dans une dizaine de provinces. Même le Xinjiang au nord-ouest, habituellement aride et desséché, est touché. Au total, plus de 550 personnes auraient déjà péri et près de 60 000 maisons se sont effondrées. Aux États-Unis, ce sont les incendies qui font dans la démesure. Celui du Colorado a déjà détruit 55 000 hectares depuis le 8 juin. Un autre vient de se déclarer dans l'Arizona. Christian Autain. La menace se rapproche. C'est maintenant tout l'ouest des États-Unis qui est touché par le plus grave incendie qu'ait connu le pays depuis longtemps. Après le Colorado, c'est au tour de l'Arizona de s'embraser. Au total, une dizaine d'États sont frappés par de gigantesques feux de forêt. 750 000 hectares ont déjà été détruits depuis le début du sinistre, il y a 2 semaines. Les moyens déployés sont considérables et des milliers de pompiers sont à pied d'œuvre. Mais le salut pourrait bien venir du ciel, grâce aux orages. 4 années de sécheresse consécutives n'ont fait qu'aggraver la situation jugée catastrophique. Seul signe encourageant, la ville de Denver semble aujourd'hui hors d'atteinte et une partie des 10 000 habitants évacués ces jours derniers ont été autorisés à regagner leur maison. La santé est une découverte qui ouvre des horizons très prometteurs. Des chercheurs américains ont prélevé des cellules souches adultes sur des souris et ils les ont transformées en véritables kits de réparation pour tous les organes. Des explications avec Jean-Daniel Flézaquier. Ce sont des cellules très petites, quelques millièmes de millimètres, et c'est pourtant un grand espoir de la science. On les appelle cellules souches, elles sont capables de se transformer spontanément en près de 200 sortes de cellules différentes pour constituer les divers organes et tissus de notre corps. Les plus performantes sont celles qu'on recueille sur un embryon au 5e jour, comme ici. Mises en culture, elles se développent en cellules de rein, de foie ou de cœur, par exemple. Mais pour obtenir ces cellules, il faut soit utiliser des embryons congelés, soit cloner des embryons. Et le débat éthique fait rage. L'idéal serait de trouver des cellules souches adultes qui soient aussi performantes que les cellules embryonnaires. Et cette chercheuse vient peut-être de le réussir. Pour cela, elle a prélevé de la moelle osseuse chez des souris adultes. La moelle osseuse se trouve chez l'homme surtout dans le sternum et dans un os du bassin que l'on appelle la crête iliaque. La fonction principale des cellules souches de la moelle osseuse, c'est de fabriquer des globules rouges, des globules blancs et des plaquettes que l'on retrouve dans notre sang.
Mais aujourd'hui, l'équipe de Catherine Verfailly vient de montrer que ces cellules peuvent en plus, lorsqu'elles sont injectées à la souris, se transformer en cellules de foie, de poumon ou d'intestin. Une première étape à confirmer. Nous devons encore travailler pour prouver que des cellules qui vont dans le foie fonctionnent comme des cellules de foie et qu'elles pourront servir de tissu de remplacement pour l'organe malade. Il faut maintenant voir si chez l'être humain, ces cellules de moelle osseuse ont les mêmes propriétés. On pourra peut-être ainsi un jour les utiliser comme traitement de l'infarctus ou de la maladie d'Alzheimer. La santé encore, avec ce samedi une journée consacrée aux dons d'organes. La France manque dramatiquement de donneurs. Plus de 9000 personnes sont en attente. Et chaque année, 200 d'entre elles meurent faute d'une transplantation. Djilali Belaïd. On manque d'organes pour les greffes. Un cœur, un foie, un rein. 2 tiers des demandes ne peuvent être satisfaits. 350 000 personnes meurent chaque année dans un établissement hospitalier. Cependant, moins d'1% pourrait faire l'objet d'un prélèvement d'organes, car cela ne concerne que les personnes en état de mort cérébrale. Pour faire une greffe, le plus difficile encore, c'est d'obtenir l'accord de la famille du défunt. Les gens sont en grande majorité favorables lorsqu'on les interroge comme cela, mais de là à ce qu'ils aient pris une véritable décision pour eux-mêmes, à ce qu'ils aient communiqué cette décision à leurs proches, tous ne le font pas, beaucoup ne le font pas. Alors, l'établissement français des greffes démarche et informe les familles. Son objectif, convaincre les 35% de personnes qui refusent encore l'idée d'un prélèvement. Porter une carte comme celle-ci permettrait de faire connaître sa volonté à son entourage. Chaque année, 200 personnes meurent faute de dons. Au mondial de football, la confirmation des valeurs sûres. On connaît maintenant les 2 premiers demi-finalistes. On commence par le Brésil, pays du football samba. Il a éliminé l'Angleterre 2-1. Christophe Duchian. Shizuoka au Japon, 23 minutes de jeu. Owen Langley profite d'une grosse bêtise du Brésilien Lucho et ouvre le score. Au même moment à Londres. Sans commentaire. Au même moment à Rio, il est près de 4 h du matin. Sans commentaire. En fin de première période, c'est Ronaldinho qui régale, ou quand le Brésil joue à la brésilienne, sur un air de fête et l'air de rien, Rivaldo égalise. À Rio, les bras en l'air, changement d'atmosphère, il y a des rires et des cris de joie pour saluer la sublime accélération de Ronaldinho, le joyeux lutin. De ce match Brésil-Angleterre, on attendait monde et merveille. C'était l'affiche de rêve des quarts de finale, mais pour le rêve on est repassé. Chez les Anglais, le ressort était cassé, et le Brésil, pour la 10e fois en 17 participations, allait se qualifier pour une demi-finale de Coupe du Monde. En début de deuxième mi-temps, Ronaldinho marque le but vainqueur des Brésiliens et profite du mauvais placement du gardien anglais David Seaman. Cette fois en Angleterre, c'était chapeau melon et morale en berne. La journée ne faisait que commencer, et ça commençait par une défaite, un mauvais mal de tête, au purgatoire des éliminés. Quant aux Brésiliens, toujours en route vers les étoiles, à chaque fois un peu plus seuls, sur le chemin du paradis. Les États-Unis, une des révélations de cette Coupe du Monde 2002, se sont arrêtés en quart de finale. Ils n'ont pas pu venir à bout de l'Allemagne malgré des assauts méritoires. Nathanaël Derenx. Difficile de tomber sous le charme, mais il faut bien se faire une raison. Les Allemands ont un profil de champion du monde. Dès le début de la rencontre, les Américains en bleu jouent crânement leur chance. Donovan est même à 2 doigts d'ouvrir le score. 2 doigts, ou plutôt une main, celle d'Oliver Kahn. Pendant une demi-heure, l'Allemagne prend une leçon de soccer. Et dans ce tournoi placé sous le signe des surprises, on se dit que la Mannschaft est la prochaine sur la liste. Mais c'est sans compter sur le réalisme allemand. Une occasion, un but, comme on dit dans les vestiaires. Et voilà comment Michael Ballack réveille ses supporters massés devant des écrans géants à Hambourg et à Berlin. Même à Séville, le chancelier allemand Gerhard Schröder s'autorise une pause football en plein sommet européen. Ce quart de finale manque de basculer en deuxième mi-temps, mais l'arbitre de la rencontre ne voit pas que la main du défenseur allemand, placée sur la ligne de but, empêche le ballon de rentrer et les États-Unis d'égaliser. L'Allemagne s'impose 1-0 et va disputer la 10e demi-finale de son histoire. Nous avons commencé en musique, terminons avec un poète, le seul poète français centenaire vivant. C'est à lui qu'on doit la fameuse expression « métro, boulot, dodo ». Geneviève Moll et Michel Levasseur ont assisté à l'hommage rendu à la Sorbonne à Pierre Béarn. Pierre Béarn vient juste d'aborder son 101e été. Pourtant, sa vie n'a pas été une sinécure.
Orphelin à 12 ans, il a été obligé de travailler dans les usines d'armement pendant la guerre de 14. De là est né un recueil de poèmes, Couleurs d'usine, dont est extrait ce vers. Métro, boulot, bistrot, dodo, zéro. La formule a fait le tour du monde, comme lui qui a été marin, journaliste, écrivain et poète. Un poète accessible à tous. Et nous retrouverons sur la mer indocile la peine multipliée des ports. Sur le gaillard d'avant, le vent viendra rêver au passé que la guerre avait rendu fragile. La mer ne sera plus au niveau de la mort. Il a aussi chanté ô combien les femmes, l'amour, la vie, mais il est surtout le fabuliste du XXe siècle. Un chat persan de race altière contemplait d'un œil méprisant le poil ras d'un chat de gouttière. Agacé par ce chambellan, tu confonds perruque et crinière, dit d'un accent de mousquetaire le persan au chat de gouttière. Tous deux devenaient insolents, poil de gouttière ou poil persan. Mais un cabot de poil vulgaire en fit bientôt deux chats courants. À 100 ans, je suis resté un homme, je lis encore sans lunettes et je continue d'écrire. Merci Pierre Béarn. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. La fête de la musique continue sur France 2 avec un best-of des Francopholies 2001 à La Rochelle. Bonne nuit à tous.